continuez à vous installer. Il reste des places, il reste quelques places devant. Donc, bienvenue à cette poursuite du cycle Supply Chain Textile et Mode. On va aborder là le sujet d'une planification multiniveau chez Petit Bateau. Alors, une planification multiniveau au service, ça c'est intéressant, d'une supply chain évidemment agile, puisque ça c'est quand même un mot-clé, mais aussi rentable. Je pense qu'il y a peut-être encore d'autres mots-clés qu'on pourra aborder. Pour l'instant, je vais laisser la main puisque ce projet a été mené avec Future Master. Je laisse Étienne Allier, directeur commercial France de Future Master, le soin de présenter l'équipe approvisionnement et planification chez Petit Bateau. Étienne, c'est à toi. Bien, bonjour à tous. Donc, merci pour l'introduction. Donc, effectivement, je suis Étienne Allier, je suis directeur commercial chez Future Master. Future Master, on est éditeur de logiciels, leader dans les solutions de demand planning et supply planning. Et aujourd'hui, Thibaut Bakers, responsable de la direction planification et approvisionnement chez Petit Bateau. Sébastien Jeanne, responsable amélioration continue de la planification, vont témoigner de l'utilisation qu'ils font de Future Master chez Petit Bateau, donc marque et partenariat auquel on est tous très attachés, y compris vous ici. La marque nous est chère à tous. Et donc vous allez nous présenter cette solution que vous utilisez pour le plan de production dans un contexte où la complexité est intense chez Petit Bateau. Et je pense que c'est ça qui fait l'intérêt de votre témoignage. Si c'était simple, on n'en parlerait peut-être même pas aujourd'hui. Donc voilà, je pense que c'est ça qui fait l'intérêt de votre intervention aujourd'hui. Thibaut, je vous laisse commencer. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Étienne pour le passage. Donc effectivement, nous on va avec Sébastien vous expliquer un petit peu dans quelle mesure la solution proposée par Future Master rythme un petit peu nos plans de production, notre planification court terme, moyen terme. Donc on va voir quand même, il faut qu'on introduise un peu le contexte, il faut qu'on parle dans quel milieu, dans quel contexte Petit Bateau s'inscrit en ce moment. Qui est dans un univers ultra challengeant, qui est l'univers du textile. Alors je ne sais pas s'il y a des textiliens parmi vous, si vous vivez la même chose, mais on est dans un contexte qui est très contraignant et très contraint en ce moment. Donc il va falloir qu'on aborde un petit peu ces aspects-là. Je vais vous présenter la supply chain de Petit Bateau, dans laquelle s'inscrit la solution de Future Master. Et puis on rentrera un peu plus précisément sur les fonctionnalités et l'utilisation qu'on fait de la solution et ses avantages et ce que ça nous a apporté. On finira la présentation sur une ouverture de ce qu'on attend aussi demain, puisque notre supply chain elle est mouvante, on doit s'adapter, on doit évoluer. Dans ce cadre-là, la solution aussi, et on vous présentera un petit peu les enjeux de demain. Petit Bateau, donc vous connaissez probablement la marque, peut-être un petit peu moins les coulisses de l'aspect commercial de la marque. Donc, Petit Bateau, c'est 80% de ce qui est produit et livré en entrepôt qui est produit dans ce qu'on appelle un schéma interne. C'est un schéma où on va fabriquer le produit fini de A à Z. Donc on va approvisionner un fil qu'on va transformer en matière, qu'on va transformer en produit fini, qu'on va livrer à l'entrepôt. 20% des produits finis sont directement sourcés, donc achetés directement auprès de fournisseurs internationaux. C'est à peu près un gros millier de salariés qui sont dédiés aux produits à 3 dans l'Aube. C'est 2300 tonnes de mailles qu'on tricote par an. C'est à peu près 26 000 références coloris taille qui sont produites et distribuées par an. À peu près 100 000 pièces qui sont expédiées par jour depuis notre entrepôt qui est situé dans l'Aube. Et en termes de production de produits finis, on parle en minutes, c'est à peu près 20 millions de minutes. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on va gérer avec la solution de Future Master. Et on va expliquer par la suite un peu tout l'écosystème autour de cette solution. Tout d'abord, juste il faut qu'on reprécise un peu le contexte. Donc aujourd'hui, on connaît le contexte économique, on connaît
le changement de tendance du consommateur. Et ce fameux consommateur, il nous oblige à nous adapter. En permanence, il nous oblige à nous adapter, qui plus est sur le textile et qui plus est sur le segment de l'enfant et du bébé. On a mis 2 chiffres comme ça qui montrent aujourd'hui la mouvance du client, qui montrent aujourd'hui le fait que ce client est de moins en moins fidèle aux marques. On a une cliente sur 2 qui va s'inactiver chez Petit Bateau. Donc une cliente sur 2 par an, c'est une personne qui ne va pas réacheter un produit de la marque. Et on a une cliente sur 5 qui va passer au segment inférieur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur notre panel de clients, on segmentarise en fonction de la fréquence d'achat, de la valeur d'achat, et on constate que par an, il y a une cliente sur 5 qui va rétrograder soit dans sa valeur d'achat, soit dans sa fréquence d'achat. Donc on voit qu'aujourd'hui, le client il est de plus en plus volatile et on a un enjeu de continuer à le garder parmi nous et de le capter et de le garder, et surtout de le garder. Donc on a besoin d'avoir un modèle, réactif qui répond aux attentes du client. Et par conséquent, d'avoir une supply chain, pareil, qui s'adapte et qui permette de pouvoir répondre aux attentes du client. Alors cette supply chain chez Petit Bateau, elle ressemble à ça. C'est une supply chain que nous, on qualifie de complexe. Déjà, elle est multiflux. Alors, de prime abord, je vais vous l'expliquer, on a un flux de fabrication de A à Z et on a un flux où on va acheter du produit fini. C'est des métiers complètement différents. Si on décortique juste un petit peu les flux, donc on a le flux négoce en bas qui est un modèle simple, où on passe une commande d'achat sur à peu près 30 fournisseurs dans 10 pays différents, voilà, qu'on amène à l'entrepôt, qu'on distribue vers le client. On a un flux qui représente 80% du volume, c'est le flux de fabrication. Et c'est le flux dans lequel va s'inscrire la solution de FutureMaster, où là, on va gérer de l'approvisionnement du fil des composants jusqu'au produit fini, en passant par des étapes intermédiaires de transformation en matière, de transformation en produit fini. Cette transformation-là, pareil, elle va être multi-pays, multi-fournisseurs, et elle va devoir gérer une volumétrie de référence qui est très forte. Sur la transformation du fil en matière, on doit gérer 2 usines de production différentes dans 2 pays différents. C'est à peu près 600 références de supports différentes à gérer et c'est 2000 tonnes en volumétrie. Et après, une fois que la matière est produite, on va venir la distribuer sur un site qui va transformer la matière en produit fini. Donc là, on a 4 usines qui s'occupent de ça dans 3 pays différents et c'est à peu près 1400 références à la saison, 2800, 3000 références à l'année. Donc on a en plus cette question de saisonnalité qui vient entrer dans le modèle complexe de notre gestion. Derrière, pareil, on va la livrer dans un entrepôt central qui est celui de l'Aube, à Troyes, et derrière, on va les distribuer vers les clients. Je ne m'attarderai pas trop sur les clients, mais là, pareil, Petit Bateau est omnicanal, donc derrière, il faut aussi gérer l'affectation du produit fini au bon client. Mais ça, ce n'est pas l'objet, mais c'est pour qu'on se rende bien compte de la complexité de la supply chain end-to-end chez Petit Bateau. On a commencé l'aventure avec FutureMaster en 2016, donc pour s'attaquer à ce fameux flux de fabrication qui génère 80% des volumes aujourd'hui. Pourquoi FutureMaster ? Bien sûr, comme dans toute démarche de recherche de solutions, on avait consulté plusieurs fournisseurs de solutions. C'était les seuls, ou en tout cas ceux qu'on avait perçus, les plus agiles dans la compréhension de ce qu'on voulait, pour gérer ce fameux flux du fil jusqu'au produit fini. Les équipes FutureMaster, elles étaient à l'écoute et elles connaissaient le sujet. Donc on a gagné beaucoup de temps dans l'expression de besoin et dans la compréhension du besoin. FutureMaster avait déjà des solutions qui s'approchaient de ce qu'on voulait sur étagère, qu'on a personnalisé. Donc ça, pareil, la gestion multisite, la gestion multiniveau, les schémas logistiques complexes, c'était quelque chose que FutureMaster faisait. Et du coup, derrière, on a avancé avec une prise de risque partagée. Comme dans toute démarche et de déploiement de solutions, on a fait des POC, on a avancé en sprint, jusqu'à la naissance du projet qui s'appelle Oscar. Donc notre projet s'appelle Oscar. Et Oscar, c'est objectif, service client, agilité et réactivité. Donc en 2016, naît Oscar, qui est du coup le projet qui va rythmer notre planification chez Petit Bateau et qui, encore aujourd'hui, est en perpétuelle mouvance. On va rentrer un petit peu plus dans le détail et dans le cœur du réacteur.
qu'est-ce que fait exactement Oscar ou Future Master précisément pour Petit Bateau en planification. Et je vais laisser du coup la parole à Sébastien. Bonjour. Alors, Oscar, donc l'outil de planification Oscar que nous utilisons, va nous permettre de calculer des plans de mise à disposition en entrepôt. C'est-à-dire, concrètement, des quantités par référence à mettre à disposition au dépôt dans les temps. Puis, planifier sous contrainte la fabrication des produits finis et des supports dont on a besoin pour élaborer ces produits finis. Les livrables que l'on obtient de cette planification sont de deux ordres. Donc, tout d'abord, on a des plans de production en confection, teinture, tricotage qui vont être exportés vers l'ERP en fin de traitement. Les plans à court terme vont être convertis en OF pour la production, toujours dans l'ERP, après contrôle de disponibilité des matières. Ensuite, deuxième livrable, les demandes de transfert et achat. Donc, il s'agit avant tout de piloter des listes de demandes de transfert entre les sites de production ou entre les stocks de matières premières et les sites de production. Pour permettre cette planification et la génération de ces plans et de ces demandes de transfert, nous intégrons un certain nombre de données entrantes et nous effectuons un certain nombre de paramétrages que nous faisons évoluer en permanence. Donc, pour les données entrantes, nous importons trois types de données. Donc, tout d'abord, on a évidemment les données de clients, les données de besoins clients, issues directement de nos systèmes de prévision. Donc, les restes à livrer, les besoins à fabriquer, le ferme, le non-ferme. Ensuite, nous avons toutes les données dynamiques issues de l'ERP, donc les stocks, les encours de production, les achats en encours. Et enfin, les données de base de produits ainsi que les données techniques, donc issues directement de l'ERP ou issues de notre PLM. Concernant les paramétrages, nous ajustons régulièrement, voire hebdomadairement, ces règles de gestion, mais surtout les contraintes capacitaires. Les règles de gestion en question donc, sont les tailles de lot, les affectations ou encore les priorités que l'on attribue à des produits. Et en ce qui concerne les contraintes capacitaires, donc on retrouve les métiers, les profils capacitaires, donc des sites en général, ou les profils capacitaires de groupes dans le détail, de groupes de confection sur les sites de production. Concernant le fonctionnement du système de planification, donc, nous sommes sur un processus de 7 jours. Donc avec 4 jours par semaine en planification opérationnelle directement dans l'outil. Donc durant le week-end précédant la semaine de planification, donc la plupart des données entrantes évoquées précédemment, dont la demande, sont intégrées. Puis on commence une planification dès le lundi donc, dans le système. Donc on a 3 grandes étapes. Donc une première d'expression des besoins produits finis, une seconde des planifications tricot et enfin une planification consolidée des produits finis. Donc sur la première étape, donc, qui a lieu sur une journée, nous validons les affectations des produits sur les différents sites de production. C'est à ce moment-là que des paramétrages sur le dimensionnement des capacités en confection sont mis à jour dans le système de planification. Aussi, une nouveauté, depuis l'implantation de l'outil Oscar chez Petit Bateau, on vient à cette étape-là rajouter des besoins commerciaux qui ne sont pas des besoins de prévision. Donc, il s'agit de nouveaux besoins donc en OTB qui correspondent à une réactivité de la demande. Donc on vient les intégrer directement dans le système de planification pour ne pas avoir à les traiter à côté, par exemple en hors système dans Excel. Donc là, on intègre directement ces besoins dans la planification multiniveau, produits finis, produits de produits. Ça marche. Pardon, juste un OTB, c'est quoi? Je suis là, hein, question candide, c'est quoi un OTB? En fait, ce sont les produits de réactivité. Et ça veut dire quoi, OTB? Je vais laisser Thibaut. En fait, on a vu au tout départ de la présentation qu'on avait un enjeu d'être réactif et de garder le client quand il avait fait son acte d'achat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on perçoit un signal de vente positif sur un article, on a un enjeu à le refabriquer et à le mettre sur le marché sur du très court terme. L'OTB, ça s'appelle Open to Buy.
c'est ni plus ni moins que une réserve d'achat de produits finis fait par la prévision, sur lesquels nous, globalement, en planification, on va réserver de la capacité, on va réserver de la matière, qu'on ne va pas personnaliser en produits finis. On va attendre le signal de vente et l'acte d'achat de la consommatrice, et on va personnaliser la matière sur le produit fini qui ira bien en fonction de ce qui aura été vendu. Donc OTB, Open to Buy. Ok, merci beaucoup. Pardon. Hein. Donc du coup, je parlerai de refabrication. Comme ça, ce sera plus explicite. Donc cette première étape de calcul va aboutir donc à un premier calcul des besoins idéaux de tricot, donc sur une planification de base optimisée donc sur les produits finis. Ensuite vient la planification tricotage teinture. Donc c'est que l'on réalise sur 2 jours avec 2 traitements successifs. Donc cette planification va permettre le calcul du plan de tricotage et de teinture, ainsi que des demandes de transfert des matières pour répondre à cette planification, la planification initiale des produits finis, en prenant bien sûr en compte les nouveaux besoins en refabrication qui ont été rajoutés en début de semaine. Donc à l'issue de cette étape, on va obtenir un calcul des besoins produits finis qui, cette fois-ci, va prendre en compte les contraintes capacitaires réelles des sites paramétrés, avec en plus la planification des tricotins. Et enfin, donc, la planification produit fini finale. Donc, dans cette ultime étape dans l'outil de planification, donc, qui est réalisée le jeudi concrètement, les planificateurs vont venir valider cette planification de produit fini qui est proposée. Donc il y a un contrôle qui est effectué pour s'assurer du bon positionnement des plans et pour faire des modifications si nécessaire selon les besoins des clients. En fin de chaîne de traitement, on va aboutir à la génération des interfaces de besoins produits finis qui vont, elles, être exportées vers l'ERP pour pouvoir réaliser en fin de semaine les programmes de confection, ainsi que la génération des programmes de production pour le tricotage et la teinture. Alors, avant Oscar, on était sur un modèle plutôt manuel pour la planification. Donc à partir de prévisions, on avait d'abord une première planification qui était réalisée pour le produit fini. Donc pour à peu près 4000 références coloris sur une année glissante avec une saison d'été, l'hiver plus les permanents. Ensuite, la planification tricotage-teinture prenait le relais et faisait sa planification. Donc là, on parle de 450 références de tricot brut, 900 de tricotin et 260 références de filet. Enfin, après cette planification, la planification produit fini reprenait la main pour réaliser son programme de confection. Avec la solution Oscar que nous utilisons, aujourd'hui, un calcul va être fait à partir des prévisions, des paramétrages capacitaires que l'on va venir ajouter, avec en plus toutes les données d'interface que j'ai évoquées un peu plus tôt. Tout ce calcul va nous proposer des plans de tricotage ainsi que de produits finis. Une prise de décision, un arbitrage est réalisé par la planification suite à ce calcul, ce qui aboutit à la réalisation des programmes de confection en fin de semaine. Donc vous l'avez vu, hein, on est vraiment bien sur un multiniveau. Il y a au moins 3 niveaux de planification dans tout le cycle hebdomadaire de la solution. Juste, je reviens 2 secondes. Ce qui est vachement important pour nous, c'est quand même de laisser la main au métier à la fin pour valider ce qu'a proposé l'outil. Hein. Certes, on est sur une planification assistée, on paramètre, donc il y a la vraie plus-value métier dans la finesse du paramétrage et dans les orientations de paramétrage qu'on va faire. L'outil travaille, mais par contre, derrière, c'est encore le métier qui a la main et le go-no-go sur l'exécution ou pas du plan. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a vraiment insisté et qui est encore, pour nous, fondamental. C'est de garder l'intelligence humaine sur la décision. Ce qu'a apporté la solution au regard de ce qu'a dit Sébastien et de la précision sur les 2 flux. Avant Oscar, donc, il fallait 2 semaines pour aboutir à un plan de produit fini, exécutable et utilisable pour les usines de production. Donc 2 semaines entre le moment où on recevait le besoin client,
on faisait la planif de la matière, on faisait la planification du produit fini et 14 jours après, on donnait au site de production un plan de production sur base de la matière qui était dispo la semaine d'avant. Bon, maintenant, tout est fait hebdomadairement. Donc sur une semaine, du lundi au vendredi, on fait la planification multiniveau et le vendredi, les sites de confection reçoivent leur plan de production qui est exécutable dès le samedi. Ça, c'est sur le cycle de planif. Globalement, sur le lead time du produit fini, parce qu'on rappelle, en trame de fond, tout est régi par la notion et la volonté d'être réactif pour garder le client. Avant, c'était à peu près 18 semaines. Le lead time d'un produit fini, entre le moment où on approvisionne le fil, on le transforme en matière, on le transforme en produit fini et on le met en entrepôt. Aujourd'hui, c'est 15 semaines parce qu'on a gagné du temps sur le cycle de planif, entre autres. Et la vraie plus-value de notre modèle supply chain petit bateau actuel dans lequel, du coup, Future Master nous accompagne, c'est cette notion de réactivité, c'est cette OTB. C'est notre capacité, du coup, à reproduire un article qui marche dans des délais qui sont, entre guillemets, à notre échelle record. On est aujourd'hui capable de reproduire un produit fini en 6 semaines. Et l'outil FM, du coup, nous aide et nous permet aussi de pouvoir refabriquer en 6 semaines. Donc à travers ça, il y a deux trucs. On est capable d'être réactif pour capter et garder le client, qui est actif lui-même dans l'acte d'achat. Mais aussi, on est capable de faire évoluer la solution mise en place en 2016, sur lequel on a des lead times de 15 semaines, pour pouvoir derrière s'adapter à notre modèle et notre stratégie de supply chain, qui là, du coup, est orientée sur la réactivité. Si on fait un peu le ROI du projet là, depuis 6 ans, alors, on gagne en productivité de l'équipe planning. Enfin, ça, c'est évident. Avant, on mettait 2 semaines à 5 personnes à faire la planification. Maintenant, on met 1 semaine à 3 à 4 personnes à faire la planification end-to-end. Donc là, c'est évident que la productivité elle est améliorée. Et j'ai même envie de dire que le métier, il a changé. Le métier, il est maintenant axé sur du plan de charge, sur du paramétrage. Comment je vais calibrer l'outil pour que derrière, il travaille en fonction de ce que je lui ai dit. Et derrière, j'ai ma décision, je convertis ma proposition de l'outil en ordre de fabrication. Productivité usine. Maintenant, avec toutes les contraintes qu'on prend en compte, la rupture au moment de lancer la production, elle est minimisée. La taille de série, les volumes, la continuité sur les chaînes de production pour des types d'articles favorables est possible et permise du coup avec la solution. Et les stocks, pareil. Ça, c'est un des gains de la mise en place de la solution. Il y a une grosse thématique autour du stock de composants, du stock de matière. On ne l'a pas montré dans le schéma, mais globalement, tout le cycle de planification derrière régit le MRP, le calcul de besoin net des composants. Plus le cycle de planif est fiable au regard du besoin client, plus derrière le CBN, notamment sur les composants, sur les fils, les fournitures, sera fiable. Donc on gagne en stock résiduel, en quantité, et on gagne en qualité de stock, puisque notre rotation de stock elle est beaucoup plus rapide qu'avant. Et ça, c'est aussi valable et permis par la réactivité du cycle de planification. Demain, parce que vous le savez, vous travaillez en supply chain, textile ou pas, mais il faut toujours qu'on soit en mouvance. Il faut toujours qu'on évolue, qu'on fasse de l'amélioration continue, qu'on pense le coup d'après. On a des challenges sur notre supply chain chez Petit Bateau, sur notre modèle Petit Bateau, et donc du coup, on a des challenges avec la solution. Petit Bateau devient de plus en plus fabricant. Ça veut dire que Petit Bateau, maintenant, s'ouvre à des marques extérieures pour mettre au profit son savoir-faire de confection ou de matière. Donc, avant, la planification de Petit Bateau, c'était planifié pour faire des produits Petit Bateau qui seront vendus sur les réseaux Petit Bateau. Maintenant, on planifie aussi des productions, on utilise nos ressources industrielles pour faire de la production pour d'autres marques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas pris en compte dans le modèle en 2016. On ne savait pas qu'on ferait ça. Donc là, c'est un challenge. Comment ajouter des besoins complémentaires au cycle de prévision de Petit Bateau dans le modèle de planif. La réactivité, c'est notre cheval de bataille. On en a beaucoup parlé pendant la présentation. C'est ce qui va encore régir toute notre stratégie sur les années à venir. Il faut qu'on soit encore plus réactif. Aujourd'hui, on sait faire 6 semaines de réactivité sur un volume certain. Demain, il faut qu'on puisse descendre à 4 semaines, 3 semaines. Il faut qu'on puisse
mettre sur le marché nos produits qui marchent. Dans ce cadre-là, comment ça va se matérialiser avec la solution? Et ce cycle hebdo, il faut qu'on l'optimise. Il faut qu'on voit comment on peut encore optimiser cette chaîne de planification qui est aujourd'hui du lundi au vendredi. Et puis, dans la partie fiabilité, donc, ce serait de prendre en compte les stocks en temps réel. Vous l'avez vu, hein, dans la planification notamment du produit fini, on prend en compte les stocks de matière, les stocks de fournitures. Par contre, on prend les stocks qui sont effectifs au lundi ou au dimanche. On fait une photo à un moment donné de la semaine. Et derrière, tout le cycle de planification se fait en fonction de la photo. Là, demain, ce serait de pouvoir faire une mise à jour du cycle de planification en cours de semaine avec l'état des stocks en temps réel. Voilà. Donc, on a une roadmap, hein, on a des sujets, on a des axes d'amélioration continue avec la solution. Et c'est ce qui nous permet de toujours être en mouvement face à un marché et un contexte toujours plus challengeant. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. J'ai un petit mot de conclusion. Thibaut et Sébastien. Vas-y, je t'en prie, Étienne. Donc, vous l'avez vu, vous l'avez touché du doigt effectivement et constaté, la supply chain petit bateau, c'est un modèle extraordinairement complexe. Et il ne faut pas se tromper, cette complexité, elle est voulue par petit bateau. C'est en multipliant ces flux, c'est en multipliant les alternatives, c'est en multipliant les possibilités que petit bateau renforce l'agilité de sa supply chain, renforce la rentabilité de cette supply chain. Et effectivement, mais cette complexité, l'enjeu, c'est de pouvoir la maîtriser. Hein, et pouvoir la maîtriser, ça passe par l'utilisation de technologies de pointe qui sont embarquées dans les solutions FutureMaster. Et c'est ce qu'on fait avec FutureMaster et avec Petit Bateau depuis 6 ans. Hein. C'est qu'on construit une solution avec ces technologies qui permettent de transformer cette complexité en un avantage compétitif pour Petit Bateau et qui fait que la supply chain, aujourd'hui, Petit Bateau, elle contribue à améliorer et à créer de la valeur dans l'entreprise. Et vraiment ça, voilà, la transformation, je ne suis pas venu avec des slides sur qui est FutureMaster, nos clients, nos fonctionnalités. Moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est que le métier de FutureMaster, c'est transformer votre complexité qui devient de plus en plus nécessaire en un avantage compétitif. C'est notre métier, c'est celui que je remercie à nouveau Petit Bateau pour nous laisser faire ce métier si bien chez eux et avec eux. Merci. Merci à vous trois. Moi, j'avais juste une question, Étienne, parce que effectivement, c'est un partenariat, on voit sur le long terme, enfin, ça évolue. À vous trois, en fait, sur la question, mais Oscar, il a 6 ans. Quand il avait 4 ans, il y a eu un bouleversement mondial avec la pandémie, etc. On vit des choses différentes. Peut-être comment il a évolué à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a eu de nouveaux développements, en tout cas de nouveaux outils qui ont été introduits au fur et à mesure, et surtout depuis 2 ans? Parce que là, on a vu un peu la photo, on a l'impression que depuis 2016, l'outil est en place et vous l'utilisez de la même manière. Est-ce qu'il y a eu peut-être même ponctuellement, mais des changements dans la planification parce que les événements l'exigeaient? Moi, je peux faire un premier vœu de réponse assez général qui va reprendre ce que je viens de dire là. Bien sûr qu'il y a des bouleversements. Donc bien sûr qu'effectivement on améliore cette solution en continu avec Petit Bateau. Moi je ne suis pas dans le détail effectivement toutes les évolutions qu'il y a, mais il y en a en permanence. Et effectivement, pourquoi? Parce qu'on complexifie en permanence ce modèle de manière à rendre la supply chain Petit Bateau plus agile. Encore une fois, c'était la thématique principale de l'intervention. Et c'est ça qu'on fait. Alors après, dans le détail, je ne sais pas si tu veux préciser des choses, toi, Thibaut. Notamment, peut-être, Thibaut, la notion de réactivité, elle est... C'est depuis 2016 qu'il y a cette volonté pour Petit Bateau de répondre le plus rapidement possible justement aux besoins du client, ou bien c'est beaucoup plus récent que ça? Et comment vous avez fait évoluer l'outil du coup? Ouais, alors justement... venez plus loin, parce que là, comme c'est filmé, on vous voit là. C'est très bien.
Ouais, c'est une super question, puisque en fait, ce besoin de réactivité, on ne l'avait pas en 2016. On était dans un modèle, on produisait, on mettait sur le marché, ça se vendait. On constatait nos stocks résiduels en entrepôt quand il n'y avait pas de vente, et puis on arrivait à l'assumer financièrement. Le Covid arrivant, la consommation baissant, le niveau de production du coup devait s'adapter. Donc c'est en fait toute la stratégie supply chain qui a évolué avec le contexte. Et c'est là qu'est née ou que naquit la nécessité d'être réactif et surtout de produire le bon produit. Donc le leitmotiv de Petit Bateau, sans être pompeux, hein, mais c'est de produire ce qu'on vend et non plus de vendre ce qu'on produisait. Donc c'est ça, cette notion de réactivité. Et quand je disais, il faut qu'on arrive vraiment à capter le client quand on détecte le signal d'achat, c'est d'être capable de reproduire le bon produit qui s'est vendu en boutique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le modèle de l'OTB, du coup, dans lequel la solution s'inscrit, puisqu'elle nous permet de déployer à la maille de la planification une stratégie de réactivité, c'est globalement, si j'ai peut-être 10 millions de produits finis à acheter sur une année, à produire sur une année, avant Covid, on allait s'engager sur un besoin ferme de 90%. Donc j'allais en produire 9 millions et j'allais voir un petit peu comment les ventes allaient se faire. Maintenant, c'est plus de tout ça. Maintenant, je vais en produire 7 millions et je vais me garder une poche de 3 millions de produits que je relancerai à la fabrication seulement et si seulement la vente se fait. Alors derrière, nous, en termes d'industrie, ça nous demande de l'adaptation et de l'anticipation. C'est-à-dire comment on fait pour reproduire en 6 semaines et pas en 18 semaines ou en 15 semaines. On prend des partis pris. On essaye de chanter toute une partie du flux. N'empêche que si je décide de mettre en stock de la matière et que derrière, j'arbitre pour la transformer en un t-shirt, en un body, en un pantalon au dernier moment, dans le pire des cas, j'ai produit de la matière. Et ça me coûte moins cher de produire de la matière si elle me reste sur les bras à la fin, que de produire un produit fini qui ne s'est pas vendu et qui me reste sur les bras à la fin. Donc en fait, depuis le Covid, on est vraiment dans cette tendance de je m'engage le moins possible en entrée de saison sur de l'acte ferme d'achat de produits finis et je deviens de plus en plus réactif. Et du coup, la solution s'inscrit complètement là-dedans. Donc c'est quelque chose vraiment très récent chez Petit Bateau. Donc là, la stratégie OTB, donc c'est Covid. C'est depuis 2019 et on y va sur une trajectoire crescendo où on y va sur 15% du volume global, 20, 25, et puis là on arrive à 30% de volume de petits bateaux qui sont gérés en réactivité. Voilà. Ok, est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui. Vous présentez, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Emmanuel, Société Chancerelle. Je vais rebondir sur l'OTB, parce que c'est vraiment ce qui semble caractériser votre métier. Est-ce que du coup l'OTB, vous le prévoyez? Parce que quand vous dites que vous avez la capacité à réagir, vous l'avez indiqué actuellement, je pense que vous faites de la différenciation un peu retardée vers les produits finis. Quelque part, il y a cette notion de prévision de l'OTB que vous devez gérer pour que d'un point de vue approvisionnement et composants, vous ayez les bons composants quand même pour honorer cette différenciation au dernier moment, quoi. Oui, alors complètement. Donc déjà, l'enveloppe de l'OTB, l'enveloppe d'achat de l'OTB, elle est cadrée en amont. Donc on sait qu'on va faire tant de millions de pièces sur une année en OTB. Derrière, il y a tout le travail de la gestion de l'offre, des prévisionnistes qui vont prendre des partis pris sur des références bien précises et qui vont nous dire, en amont de la production, écoutez, à la DPA, la direction de planif, nous, on pense que ces articles-là, ça va être des best-sellers sur la saison. On a un niveau de confiance assez élevé sur le fait qu'on doive en reproduire. On a un niveau de confiance assez élevé sur le fait que ça se vende. Donc, s'il vous plaît, adoptez une stratégie la plus équilibrée pour l'entreprise, de façon à ce qu'on soit réactif, le cas échéant, si besoin. Donc, par exemple, on va nous dire, voilà, je pense que ce pyjama rose, ça va être un top, un carton en vente sur la saison. Sur une base de 100, pour l'instant, je m'engage en ferme qu'à 60%. Par contre, j'ai potentiellement 40% sur ce pyjama rose que je peux être amené à déclencher. Donc, faites une stratégie, faites la matière, approvisionnez les fils, faites un truc de façon à ce qu'on puisse être réactif le cas échéant. Donc oui, on a un listing, on a une présélection de références sur lesquelles derrière on va décliner une stratégie industrielle qui nous permettent d'être réactifs derrière le cas échéant. Ouais. Une autre question dans la salle? Oui.
Bonjour, Anne-Laure Fortin, Sephora. Je me demandais ce que vous faisiez sur les 20% de négoce, si vous avez vu un besoin de prévision, et si oui, comment vous le traitiez, s'il vous plaît? Pour de la réactivité? Pour de la réactivité ou pour vos fournisseurs? Alors, Petit Bateau est géré, je pense, comme dans beaucoup d'entreprises, par un cycle de prévision. Nous, on en a 5 des prévisions. Enfin, on en a de moins en moins, mais on a des prévisions. La première prévision, elle doit arriver 6-8 mois avant l'acte de mise en entrepôt. De plus en plus, avec la supply chain qui s'allonge, avec les lead times de transport qui augmentent, avec les lead times de fabrication qui augmentent, on doit prendre des parties pris. On a développé, dans le cadre de la réactivité également, mais aussi dans le cadre de la fiabilisation de notre plan d'appro, une stratégie d'anticipation matière auprès de nos fournisseurs négoce. C'est-à-dire qu'à un moment dans l'année, on reçoit un premier signal de collection avec des volumes, avec des produits, et on regarde la supply chain globale en termes de lead time, ce qu'elle donne, et puis on va s'engager sur des matières. On va s'engager en fonction du degré de confiance qu'on a sur 50% du volume global, 60, 70, et on va demander aux fournisseurs de s'approvisionner, donc d'engager de la trésorerie pour s'approvisionner sur la matière et sur les composants. C'est aujourd'hui la condition pour qu'on puisse être capable de garder nos OTIF, nos lead time, notre service client au niveau que l'on doit. Donc ça, c'est sur la collection globale. Aujourd'hui, on a été obligé, face à la supply chain qui est de plus en plus longue, de prendre des parties prises sur la matière, à un degré, un niveau de risque qu'on arbitre. Sur la partie réactivité, parce qu'aujourd'hui, on a des produits qu'on achète sur des typologies de matières et de formes qu'on ne sait pas faire dans le flux de fabrication. On s'engage, pareil, sur un volume, mais très tôt dans la saison. C'est-à-dire qu'on a autant sur le flux de fabrication, on peut se permettre d'attendre l'acte d'achat de la consommatrice pour dégainer la refabrication. Autant la refabrication sur le négoce, compte tenu des lead time, on va s'engager sans avoir encore cet acte d'achat. Donc on va dire aux fournisseurs, voilà, je vous donne 80% de mon besoin ferme en commande, et puis je vais garder une poche que je vais déclencher ou pas dans un mois en fonction de la prévision ou pas. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, la supply chain telle qu'on la connaît, notamment sur des flux de grand import, côté Asie, Bangladesh, Sri Lanka, nous contraint à prendre des parties pris et des risques qu'on avait beaucoup moins précédemment. Et ça, c'est aussi notamment depuis le Covid où les lead times se sont pas mal allongés. Et pardon, je complète, merci beaucoup. Ce dimensionnement que vous faites 4 à 5 fois par an, c'est un dimensionnement commercial ou supply chain ou conjoint? C'est un dimensionnement commercial. Donc le signal d'entrée, le signal de prévision de vente, il est régi par le calendrier commercial. Chaque prévision a son jalon, au rythme des prises d'ordre qui rentrent et de l'affinement. On l'a vu, un Petit Bateau et omnicanal. Donc on vend à la fois des produits dans nos boutiques, mais on a aussi des clients wholesalers, on a aussi des pure players qui positionnent leurs besoins souvent très tard dans la saison commerciale. Donc le mouvement de signal de demande est au rythme des besoins commerciaux. Et sur la partie négoce, et compte tenu de la supply chain qui est de plus en plus longue, on doit prendre des parties pris à un moment donné où toute la prise d'ordre n'est pas encore prise. Puisque le calendrier commercial est déphasé par rapport au calendrier d'approvisionnement sur du grand import. Et c'est justement à ça que sert cette petite poche de réactivité sur laquelle on s'engage le plus tard possible. Mais c'est très restreint et très contraint par ces lead times-là. Ouais. Donc, risque de rupture ou de surplus assumé. Et question candide, mais dans la mesure où là vous avez un outil qui vous permet de gagner en réactivité, en précision sur la planification, sur la partie négoce, il n'y a pas de réflexion en cours, puisque là vous parlez de vraiment grand import, pour raccourcir, gagner en réactivité pour raccourcir, alors peut-être avoir des coûts plus importants, mais de gagner justement, de produire seulement ce dont vous avez besoin. Est-ce que ça fait partie de vos réflexions aujourd'hui? Oui, alors complètement. Alors on a 2 niveaux de réflexion sur le négoce. On en a un sur les produits permanents, des produits qu'on va retrouver sur la collection, sur lesquels on peut réfléchir à prendre des parties pris et des engagements sur de la matière. Donc s'engager, Petit Bateau s'engage à utiliser de la matière, donc peut demander à son fournisseur d'anticiper de la production de matière de façon à ce qu'il n'y ait plus que la production
du produit fini et le transport pour amener ces produits à l'entrepôt. Et il y a une stratégie de relocalisation. Donc aujourd'hui, on est en train de mapper, de cartographier tous les types de produits qui aujourd'hui sont en stratégie négoce, grand import, qu'on ne peut pas faire sur le flux de fabrication, pour voir si en proche import, il y a des ouvertures pour reproduire le même type d'article, mais par contre gagner en lead time de transport. Et donc du coup, avoir une supply chain beaucoup plus maîtrisée. Donc on est en perpétuelle réflexion autour de ça, sur de la relocalisation, et c'est toute la balance entre le coût de la supply chain globale, ce qu'on appelle le coût de la supply chain globale, entre le coût de stock, la taille de l'eau, le coût de transport, et puis le coût, la margin, donc le coût de l'achat du produit. Et l'impact environnemental qui maintenant rentre aussi comme composante de réflexion dans la stratégie de Petit Bateau. On l'a vu ce matin avec le baromètre. Est-ce qu'il y a une autre question? On a encore 3-4 minutes. Si vous... Non, pas de questions dans la salle. Moi, je rajouterais quand même sur le titre global de supply chain agile, rentable. Je crois quand même que, pour le coup, c'est aussi durable parce que là, vous arrivez, grâce à l'outil de planification, à ce que vous disiez, produire au plus près de la demande du consommateur. Pour le coup, c'est aussi, j'imagine que ça s'inscrit aussi dans votre démarche RSE globale. Complètement. Complètement de par le stock, la non-surproduction de produits finis qui vont finalement rester en stock à terme, la production au plus juste du produit fini au regard du besoin client. On produit, on le libère, il est parti chez le client. Et même au-delà de l'aspect écologique de la durabilité, il y a aussi l'aspect économique de la marque et de la pérennité et de la survie de la marque. Maintenant, on est obligé, on ne peut plus se permettre financièrement de produire, entre guillemets, de l'inutile. Voilà. Ok, merci beaucoup, merci Thibaut, merci Sébastien, merci Étienne. Ouais, j'en profite juste pour dire qu'effectivement, voilà, des témoignages comme ça, on en a 5-6 autres cet après-midi sur notre stand. Donc on est au stand 22, c'est en plein cœur du salon, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Voilà, et on sera ravis de répondre et de vous présenter d'autres cas clients. Merci. Je crois qu'on peut vous applaudir chaleureusement.